Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Merci de nous avoir rejoints pour cette controverse dédiée à l'éducation. L'éducation en France est-il possible d'enrayer le déclin? C'est le sujet qui va nous occuper pendant 30 minutes. Nous sommes ravis de vous retrouver. Je me présente, je suis Sébastien Georges, je suis rédacteur en chef de l'Est républicain, du Républicain Lorrain de Vosges Matin et coordinateur des rédactions du groupe EBRA, premier groupe de presse français sur la façade est de la France. On va parler du déclin et de l'éducation. C'est un sujet fondamental, l'éducation. Ces derniers jours, ça n'a pas trop fait d'actualité, malheureusement, ou alors que par des punchlines. Mais le sujet est pourtant extrêmement important. Aujourd'hui, on constate que la France se positionne difficilement, et de plus en plus difficilement dans les classements, et ça a un impact sur la productivité. Le monde économique. Et donc aujourd'hui, on fait ce constat qu'avec notamment via le classement PISA, que nous sommes en difficulté. Pourtant, ce n'est pas inéluctable. La France compte des talents, des hommes, des femmes, des belles entreprises, des pépites mondiales. Et notamment, nos invités sont et incarnent ces deux aspects. L'idée, c'est donc de relier les mondes. Et relier les mondes, il faut qu'on arrive à relier davantage l'éducation et le monde économique. Pour en parler, on retrouve avec M. David Dupont-Noël, qui est bienvenu, qui est à la droite, à l'extrême droite par rapport à mon bras, mais pas... pardon. Il est directeur général de Deloitte, cabinet d'audit et de conseil extrêmement connu, qui compte plus de 6000 collaborateurs en France. Il y a fait toute sa carrière depuis 1992. Avant d'être il y est rentré, puis il a été associé en 2001 et il est membre du comité exécutif depuis 2019, dont il s'occupe en plus particulièrement en responsabilité de l'audit et de l'assurance. À ma droite, au milieu de notre échange, Pascal Morand. Pascal Morand est président exécutif de la Fédération de la haute couture et de la mode. Il est professeur émérite et c'est un ancien directeur général de l'ESCP, une des principales écoles de commerce françaises, et auteur de livres et de publications. Et pour savoir un peu ce que ça concrètement, il organise notamment les Fashion Week avec la principale industrie de la mode. L'idée, c'est que chacun nous donne dans un premier temps un peu son regard sur la problématique, sur ce sujet, et voir un petit peu, Monsieur Dupont-Noël, voir un petit peu comment vous abordez cette question du déclin. Est-ce que aujourd'hui, dans vos activités, vous mesurez ce déclin de l'éducation en France? Bon, d'abord, je tiens à vous remercier de nous faire participer sur ce thème dont je vais essayer de vous convaincre de l'importance, au-delà du simple défi éducatif, de l'importance nationale de ce sujet. Alors, vous l'avez évoqué, les classements ne sont pas favorables. Aujourd'hui, la France, 6e ou 7e puissance mondiale, le dernier classement PISA montre qu'on est 25e ou 26e en mathématiques et 29e en sciences. C'est vrai un peu dans toute l'Europe d'ailleurs. Hein. Il n'y a guère que la Suisse, l'Irlande et je crois que l'Allemagne qui remontent. On pourrait prendre beaucoup d'autres critères de ce type-là. Hein. Les journées de défense nationale, vous savez, quand on a entre 16 et 25 ans, aujourd'hui c'est 10% de jeunes en France qui ne savent pas lire. C'est 20% si on ajoute ceux qui ont des difficultés à lire. Je peux égrener encore une autre étude, le ministère de l'Éducation nationale, étude entre 1987 et 2017 sur le niveau des élèves, seul 1% des élèves d'aujourd'hui seraient parmi les 10% d'avant. Donc là, on voit bien qu'on a un petit problème, c'est assez saillant. Mais on voit bien qu'on est aussi capable du meilleur en France. On a un certain nombre de médailles Fields. On a des universités et des écoles, notamment des écoles de commerce renommées qui nous sont enviées. On a des chercheurs dans beaucoup de domaines qui sont à l'origine de beaucoup d'innovations. On se demande comment ça se fait qu'on a un tel constat. Est-ce qu'on a un système éducatif à deux vitesses? Une question.
avec une partie d'enseignement très élitiste, dotée de moyens, capable de compétition au niveau mondial, et puis un enseignement plus large, peut-être éparpillé, qui lui souffre. Ou est-ce que ces éléments positifs que je viens d'évoquer sont le fruit d'une politique passée qui est désormais révolue, qu'on ne sera pas en capacité de maintenir? J'insiste là-dessus parce que pourquoi je pense que c'est un enjeu qui n'est pas simplement éducatif, c'est un enjeu, comme vous l'avez évoqué, de compétitivité. Et cet enjeu de compétitivité économique sera un enjeu de dépendance et quelque part de souveraineté pour nous par rapport, enfin, au niveau national sur l'échelle internationale. Avec 3 autres composantes. Un enseignement qui n'arrive pas à être pluriel, je dirais, pour tous, avec un niveau standard moyen réduit, l'employabilité de tous ceux qui sortent de l'école. Et là, vous me posez la question sur moi, Deloitte, est-ce que je ressens ça? Alors nous, Deloitte, on est aussi une école d'apprendre à apprendre, mais c'est aussi le service, le conseil qu'on vend à nos clients. Donc oui, est-ce qu'on le constate plus ou moins, ou alors il y a des points d'intention différents? Le deuxième point, c'est que des inégalités sociales fortes sont de plus en plus marquées. On le voit sur les catégories socio-professionnelles qui intègrent les grandes écoles. Il y a 80% des places dans les grandes écoles qui sont trustées par des enfants d'une catégorie socio-professionnelle qui représente moins de 20% de la population. Et ça risque de causer une fracture sociale, une poussée des extrêmes qu'on peut observer, et c'est pas bon pour la cohésion nationale. Donc ça nécessite, de mon point de vue, une réponse nationale qui intègre non seulement les pouvoirs publics, mais pas que, et aussi les entreprises, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Merci. Monsieur Morand, votre regard, alors un double regard, parce que vous êtes à la fois un ancien professeur émérite, mais également ancien directeur d'une école, et puis au contact permanent des entreprises et par la fédération. Quand on parle de l'éducation, il y a ce qui se passe avant le bac et ce qui est après le bac. Moi, je souscris complètement à ce qu'a dit David, donc à l'instant, bien sûr. Mais je vais peut-être, pour démarrer, faire un bref commentaire. Je pourrais reprendre ensuite les aspects post-bac sur le pré-bac, pour dire qu'on sait très bien, il y a un énorme problème dans l'éducation française. Ce n'est pas des questions de discours critique, mais l'éducation, enfin, nous avons réussi, je dirais, au sens collectif, la massification, avec 12 millions d'élèves et dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, et 1 million de personnel, de professeurs et de personnel, voilà. Mais il y a un gros enjeu de personnalisation et qui ne relève pas que d'un problème de dédoublement de classe. Ça va beaucoup plus loin, donc d'adaptation et de personnalisation qui requiert des moyens. Mais je voudrais juste peut-être, je ne vais pas trop développer ça, et revenir sur la question des classements. Pour dire qu'évidemment, les classements, ça permet de se mesurer, c'est absolument essentiel. On sait ce qu'il en est dans l'enseignement supérieur, dans toutes les disciplines scientifiques, des sciences dures ou des sciences humaines et sociales. On sait ce qu'il en a été, on en parle aujourd'hui avec le classement de Shanghai. Et on parle beaucoup effectivement de PISA, il y a aussi d'autres classements, il y a toutes les études Thalys pour les enseignants, etc. Il faut absolument se fier à ça, mais il faut faire attention, comme toujours avec les classements, ça a été utile, et c'est utile, mais au syndrome du lampadaire. Parce que quand on regarde PISA, on voit que ça porte sur un ensemble extrêmement restreint de compétences, avec des sous-entendus, qui sont la culture scientifique, la culture mathématique et la compréhension d'écrit. Oui, c'est très important. Oui, c'est très important. Et oui, c'est pas possible d'avoir des collaborateurs qui sont gênés parce qu'ils ont des problèmes avec la règle de 3. C'est une évidence, et bien au-delà de ça. Mais je voudrais dire brièvement, toujours sur la question pré-bac, qu'il faut aussi en revenir aux questions des doctrines. Qu'est-ce que c'est la doctrine de l'enseignement? Il ne faut pas oublier tout ça. On ne peut pas être là mécaniquement à être dans le nouveau cogito, je compte donc je suis. On ne peut pas se limiter à ça. Il y a un enjeu de confiance sur lequel on pourra revenir, et il y a un enjeu de type d'apprentissage et de ce qui est enseigné. Une remarque très simple sur ça. Si on compare le cas de ce qui se passe en France et de la doctrine française, de la doctrine italienne, de la doctrine danoise, pour prendre des exemples, je pourrais en prendre d'autres, mais bon. Quand on pose cette question, la réponse ne vient pas toujours très vite, parce qu'on peut se poser la question, parce que vraiment, il y a Jules Ferry qui vient. Mais tout a été écrit. Je dirais, cette doctrine, elle a été conçue dans le discours de Condorcet au Parlement en 1792. Et on voit bien que là, c'est l'école de la République, et l'école où il est dit que chaque personne doit pouvoir
être en mesure d'exercer les fonctions sociales auxquelles il va être appelé et d'être en mesure de pouvoir accomplir accomplir les talents dont la nature l'a doté. Il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. On voit le principe de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire. Je vais prendre le cas italien sur un exemple précis. L'histoire de l'art est parfaitement étranger à Pisa. L'histoire de l'art est obligatoire dans l'enseignement secondaire italien, dans les collèges et dans les lycées. Peut-on dire que c'est un problème secondaire? Non, ce n'est pas un problème secondaire. Parce que s'il n'y avait pas d'histoire de l'art, il est probable que l'industrie, au sens strict et au sens large, de la mode et du design et les industries créatives en Italie seraient beaucoup moins développées. Alors que c'est un secteur qui est très important, qui est très exportateur. Si on prend le cas danois, Pisa, encore une fois, mon propos n'est pas critique, il est relatif, parce qu'il faut absolument le prendre en compte. Mais il va absolument compte de la philosophie de l'éducation danoise, dont on ne peut pas dire qu'elle n'a pas fait ses preuves. La philosophie, la doctrine de l'éducation danoise, elle a été conçue par un très grand philosophe très important au Danemark, qui est Grundtvig, un philosophe du XIXe siècle, avec une dimension religieuse parfaitement compatible avec les Lumières. Et qu'est-ce qui importe à l'école? Quand on a moins de 13 ans au Danemark, qu'est-ce qui importe? Il n'y a pas d'évaluation. Il faut donner confiance. Je ne dis pas que c'est mieux. Je voudrais exprimer l'impératif de tolérance de doctrine, de tolérance doctrinaire. Ce qui va compter, c'est la poésie. Ce qui va compter, c'est la créativité. Et c'est également le fait de pouvoir d'avoir le sens de la communauté. Et tous ces aspects-là, et de chanter. On chante beaucoup, d'ailleurs Grundtvig a composé beaucoup de cantiques. Alors on peut dire que c'est une identité scandinave, et que les Français ne sont pas des Scandinaves, et que ensuite ça s'est propagé en Norvège, en Finlande et en Suède, etc. Mais vous voyez bien que c'est un sujet, et d'ailleurs, il y a beaucoup de débats sur Pisa au Danemark, parce qu'il y a un certain nombre tout le monde n'est pas d'accord, mais de personnes qui disent que c'est susceptible de dénaturer les tests qui sont donnés en préparation, pas nécessairement celui de Pisa, mais de dénaturer ce sens du collectif, ce sens de l'apprentissage, ce sens de la créativité, ce sens de la confiance en soi. Et toujours dans le modèle danois, et chez Grundtvig, il y a l'idée, évidemment, qu'on est une personne vivante et qui apprend tout au long de la vie, et ce qu'on retrouve dans les universités populaires. Donc je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, mais je pense qu'il faut avoir cette vision globale des choses. Je vois que le temps, j'ai un œil rivé sur le chronomètre, oui. Mais on va en reparler au moment je dirai un certain nombre de choses relatives à l'enseignement supérieur. David? Mais non, je voulais juste réagir à ce que vous disiez. J'entends sur la partie créativité, sensitive, quelque part, de l'apprentissage. Le seul sujet qu'on a aujourd'hui comme déficit, c'est qu'au niveau de capacité d'attraction, de synthèse, d'analyse, on s'affaiblit. Et dans un monde où on voit le développement de l'intelligence artificielle, même des médias, la capacité à faire le tri, à analyser, à challenger ce qui nous est donné, ou à innover pour la transition énergétique, pour d'autres causes, si on n'a pas ces capacités d'abstraction, de synthèse, d'analyse, on sera pénalisé. Et aujourd'hui, d'ores et déjà, la tech, l'univers de la tech, la France est en train de passer complètement à côté. Alors, on a quelques flagships avec le cloud, là, récemment, avec Arthur Mensch, qui brouille quelque part l'image. Parce que la tech, c'est chinois, c'est américain, c'est israélien. Est-ce que ce n'est pas aussi le fait que ces entreprises-là viennent aussi chercher les bons étudiants ou les bons en France, et parce qu'ils arrivent à les séduire et que finalement il y a une fuite, on dénonce aussi parfois une fuite des cerveaux par rapport à ce que vous dites? C'est même pire que ça, c'est que les bons étudiants, ils vont chercher des compléments de formation ailleurs, et donc ils sont recrutés. Les bons étudiants, ils vont au MIT pour la science à Boston, et après ils sont récupérés par Meta ou Google localement. Et ils travailleront, ils contribueront pour ces entreprises. Donc on a un vrai sujet, nous, ici, d'arriver à être compétitifs sur ces domaines-là. Pascal? Non, moi je suis d'accord bien sûr avec tout ça. Et là, ça fait le lien aussi avec l'enseignement supérieur, avec le fait qu'il y a, nonobstant, des brillants esprits français qui sont... qui vont dans d'autres pays, et qui sont nombreux, et d'ailleurs on le sait, donc en Californie, mais sur le constat de la carence européenne en matière de tech,
y compris d'IA, en comparant aux États-Unis ou à la Chine, c'est une chose certaine. Et que par rapport à ça, pour toute cette dimension-là, elle requiert aussi une culture scientifique. Tout ça est mathématique, tout ça constitue un tout. Moi, on a peu de temps, je voudrais dire trois choses, si vous m'y autorisez, Sébastien. Trois choses sur la question de l'enseignement supérieur. Trois aspects qui, encore une fois, ne sont pas contradictoires. Le premier porte sur la question de l'université. Quel est, à mon sens, le principal problème ? Le problème, c'est que dans l'enseignement supérieur, et ce n'est pas le cas des grandes écoles, et je ne dis pas les grandes écoles, c'est mieux que l'université, ce sont des débats qui ne veulent rien dire. Le point, c'est que pour apprendre, pour comprendre et pour optimiser le système, et notamment également dans ces disciplines-là, il faut qu'il y ait plusieurs compétences. Il faut qu'il y ait des compétences de recherche et professorale. Il faut qu'il y ait des compétences d'ingénierie pédagogique, parce que diriger des programmes, concevoir des programmes, ce n'est pas la même chose que d'être un excellent professeur et d'être un excellent chercheur. Évidemment, il y a des personnes qui cumulent, et heureusement pour les étudiants, mais ce n'est pas une chose si évidente. Et le troisième point, c'est l'accompagnement des étudiants. On va dire le coaching, l'accompagnement des étudiants. Alors on pourrait dire l'accompagnement par rapport à la vie, l'apprentissage d'autonomie, et par rapport à la vie professionnelle. Par rapport à la vie professionnelle, jusqu'aux relations entreprises et carrière, etc. Tout cet aspect-là fait souvent défaut. Donc là où il y a un lien avec ce que vous dites, c'est que dans les écoles, il y a moins de déficit de ces compétences. Il faudrait tout faire pour que dans les universités, au-delà des professeurs sur les épaules desquels tout cela repose, ces compétences soient développées pour accompagner un plus grand nombre d'étudiants. Parce que la sélection par le découragement, elle est absolument massive, elle est trop importante. Il y a ce besoin d'accompagnement et il y a ce besoin d'ingénierie pédagogique au-delà de faire des bilicences et des trilicences, etc. Le deuxième point, je ne sais pas si je brièvement, c'est sur la question de la recherche. Il y a eu là aussi un syndrome du lampadaire, donc nous avons tous été partie prenante, moi en particulier, comme beaucoup d'autres, parce qu'il faut aller vers la recherche, parce que la recherche est extrêmement importante. Mais il faut garder à l'esprit que la focalisation sur la recherche, l'impératif de recherche est nécessaire. Mais la focalisation fait l'hypothèse qu'on se situe dans un modèle linéaire de l'innovation. Bien sûr, il faut qu'il y ait beaucoup. La recherche scientifique est fondamentale au sens essentiel. Mais les interactions qu'il y a entre l'innovation et la recherche, et on retombe sur des caractéristiques européennes, notamment françaises, donc américaines, sont, étant chinoises, donne lieu à un modèle dont il a été démontré que c'est un modèle interactif. Et puis peut-être, pendant que j'y suis, je m'arrêterai là, ça pourra commenter, sur la question du lien avec les entreprises, souvent dénoncé, etc. Le lien avec les entreprises, il est complètement fondamental. Mais pour moi, il y a une fiction, il y a un mythe. C'est un mythe qui est le débat, la question de savoir s'il faut répondre aux besoins des entreprises. Alors ceux qui disent il faut répondre aux besoins des entreprises. Et ceux d'autres qui disent non, il ne faut pas répondre aux besoins de l'entreprise parce qu'on tombe dans un moule post-capitaliste, etc. Mais ça fait l'hypothèse que les entreprises sont en mesure de déterminer leurs besoins. Parce que c'est évident, c'est comme le consommateur et ses besoins. Il y a un mythe derrière tout ça. Ils sont énoncés par qui ? Par les branches professionnelles. J'en ai une, j'en gère une. Donc, enfin, nous en gérons une, donc je sais très bien ce qu'il en est, mais on sait très bien aussi qu'il y a un caractère un peu désuet dans tout ça. Est-ce que c'est par les DRH ? Oui, qui remplissent effectivement, qui ont besoin de subvenir à des besoins. Alors on sait qu'il y a des besoins d'emplois qualifiés dans tel et tel domaine au niveau macro, on sait qu'il y a des besoins de vendeurs, on sait qu'il y a des besoins de l'hôtellerie-restauration. Mais on sait aussi que des dirigeants d'entreprise, ils ont besoin de gens et de personnes et de talents, notamment dans les domaines qu'on évoque, et qui leur apportent des solutions et qui ont aussi des soft skills. Et les soft skills, ça ne s'apprend pas comme ça. Et qui sont à la fois le plus brillant avec la parabole des talents, parce qu'il y a aussi tous les arts mécaniques, comme on disait, les arts appliqués, etc., et bien notre domaine. Et donc là aussi, il faut dépasser ce clivage, mais je m'arrête là, parce que j'avais dit que j'annoncerais mes 3 points, ce que je viens de faire. David, est-ce que sur cette dernière partie, vous êtes en adéquation sur le fait que les entreprises ne peuvent pas émettre... pas dit ça. Enfin, ne peuvent pas être responsables de la formation. J'ai pas dit ça. J'ai dit que les dirigeants d'entreprise, d'abord, nombre d'idées, donc sont confrontés, mais ont des enjeux d'innovation permanents, et que les talents qu'ils recrutent ont vocation à contribuer de façon optimalisée aux innovations,
auquel les dirigeants les dirigeants d'entreprise et les personnes qui les entourent aspirent profondément. Et que plus on va vers des niveaux élevés, plus la contribution peut être élevée. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que dans cette problématique qui est nationale, encore une fois, les entreprises doivent contribuer fortement à cela. Parce que je crois fondamentalement en l'entreprise apprenante, déjà. Alors, ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que déjà, sur la formation continue, il doit y avoir des efforts qui sont faits colossaux. Aujourd'hui, quelque chose qui a été très bien, mais a été complètement détourné, c'est le crédit personnel de formation. Ça s'est transformé, je vais passer mon permis de conduire, je ne sais pas où, etc., pour une grande partie. Mais quelque part, avoir quelque chose de beaucoup plus incitatif sur le pourcentage alloué à la formation continue est, à mon avis, capital. Et ça, on peut le faire avec les grandes entreprises. Toutes les entreprises n'ont pas la capacité de le faire. On peut faire une sorte, au niveau sectoriel, on peut organiser des filières avec une contribution obligatoire, sortir de la taxe d'apprentissage où on donne de ci, de là à des écoles en fonction du background des uns et des autres, et vraiment se focaliser sur les objectifs. Nous, chez Deloitte, un petit carnet publicité, on a créé une université d'entreprise. Nous, c'est 5% du temps des individus qui sont consacrés à la formation continue. Donc il faut vraiment aller là-dedans. Le deuxième élément, parce que l'autre élément, c'est de toutes ces formations, vous l'avez évoqué, est-ce que c'est pour que les entreprises puissent puiser les ressources dont elles ont besoin, avec la formation dont elles ont besoin, c'est tout ce qui tourne autour de l'apprentissage. Aujourd'hui, j'entends une remise en cause des aides, et là, c'est quelles que soient les entreprises, associées à l'apprentissage qui avait été accéléré lors du Covid. Ben non, ça, il faut maintenir et soutenir cette filière-là. L'entreprise apprenante, si on veut que les entreprises contribuent à cette cause nationale, et je voudrais développer cette thèse de la cause nationale, on ne peut pas les écarter et dire non, non, c'est qu'un problème éducatif et de l'éducation nationale. Alors justement, cette formation, il y a aussi des entreprises aujourd'hui qui créent leur propre centre de formation, CFA, mais ce n'est pas donné à toutes les entreprises, il faut une certaine taille. Et donc, on a aussi cette problématique aujourd'hui d'élargir et de faire en sorte qu'il n'y a pas que des bacs plus 5 et des managers ou des ingénieurs. Il y a aussi les entreprises, elles ont besoin aussi de techniciens. Voilà, c'est une cause nationale, vous l'avez dit, vous avez envie d'en parler. Comment vous le voyez, comment vous gérez ça? C'est effectivement un travail donc permanent à entreprendre. Donc dans la mode, nous, ce qu'on a globalement de ce qu'on a fait, c'est on s'est dit collectivement, les groupes, les grandes marques, les groupes et tout l'écosystème de la mode qu'on allait vraiment forger et doter autant qu'il est possible en compétences et en ambition, donc un champion national avec l'Institut français de la mode. Et ce qu'on a fait, je ne dis pas là pour faire l'article ou pour faire de la publicité. Mais pourquoi je dis ça? Parce que dans ce cas-là présent, il peut y avoir des choses différentes, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aux grandes écoles, qui sont faites par les grandes écoles elles-mêmes et qui peuvent être aussi faites par les universités, etc. Bien sûr. Des initiatives, il peut y avoir aussi des initiatives, il y a des initiatives transversales, parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup de transversalité, des initiatives sectorielles. Dans le cas, parce que c'est un cas que je connais bien, de l'Institut français de la mode, on va ce sont un ensemble de programmes qui vont du CAP, parce qu'il y a un besoin là, oui, de modélisme, mais ce n'est pas des modélismes en soi, il faut voir les programmes derrière, il faut travailler sur ça. Comment est-ce que les métiers évoluent avec le digital, comment se marie l'intelligence de la main avec une nouvelle technologie, tout ce type de choses, et puis ça va ensuite jusqu'au master, au doctorat avec Paris 1. Donc je pense que c'est des enjeux de travail donc extrêmement concrets qui requièrent beaucoup de coopération, et puis aussi beaucoup de coopération bien évidemment dans les territoires, parce que sinon il y a un risque d'isolement aussi de telle ou telle école ou des universités, et avec les entreprises, avec le monde associatif, etc., c'est extrêmement important. Et on a l'accès aussi, parce que quand on habite dans des territoires plus ruraux, c'est parfois plus compliqué d'avoir accès à des écoles, et on renonce parfois aussi à des formations parce qu'on ne peut pas accéder pour des raisons financières, etc. David, vous vouliez en faire une cause nationale dans les solutions, c'est aussi les entreprises qui doivent être associées et relier finalement les deux mondes. J'ai évoqué la partie entreprise et leur contribution et comment on devait forcer plus à la contribution des entreprises. Je voudrais revenir sur le côté État, parce qu'on voit bien cette responsabilité, elle est collective. C'est un enjeu économique majeur, ou culturel, et c'est un enjeu de souveraineté et d'indépendance. Donc, que cette question de l'éducation nationale
arrive, enfin, l'éducation au sens large, arrive en 8e, 9e position en France. Aujourd'hui, quand il y a des sondages, vous avez ce qui est normal, hein. Il y a l'emploi, il y a l'inflation, il y a la sécurité, il y a l'immigration, enfin, il y a tout ce que vous voulez. Hop, vous trouvez l'éducation, 7 ou 8. C'est pas comme ça qu'on va inverser les courbes. Ils ont eu cette expérience en Allemagne, je crois. Il y a une vingtaine d'années, ils étaient un peu dans cette même situation. Et bon, alors eux, c'est plus compliqué parce qu'il y a les Länder. Ils ont réussi à se fédérer pour créer à la fois des moyens et à la fois un incentive fort pour résorber cette situation. Il faut qu'on arrive à ça, je l'ai évoqué. C'est un enjeu de cohésion nationale, c'est un enjeu de limiter ces fractures sociales, des poussées extrêmes, parce que si on ne donne pas l'éducation pour tous, si l'éducation ne retrouve pas ce vecteur, ce moteur de confiance en l'avenir, hein, eh ben on aura perdu quelque chose. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'opposer le privé et le public. Faisons-les travailler ensemble. Donnons de la flexibilité aux fonctionnaires de l'éducation nationale pour aller partager dans le privé, pour importer des bonnes méthodes ou les exporter. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de perméabilité qui se fasse entre ces deux mondes. Et avec l'éparpillement des formations, pourquoi pas, même j'ose le dire, aller plus loin en disant vous vous occupez de ça, vous vous occupez de ça. On voit qu'il y a de l'appétit de beaucoup de fonds de private equity aujourd'hui investissent dans les établissements et les écoles privées. Parce que les parents sont là aussi pour mettre leurs enfants. Il y a cette confiance-là qui est perdue dans l'éducation publique qu'on se retrouve dans le privé. Merci Pascal. Juste pour rebondir sur ça, je voudrais rebondir sur la question de la perméabilité pour dire qu'elle est fondamentale et que s'il fallait retenir 3 mots, le dernier étant plus important que encore plus important, mais surtout très important, dans le prolongement, c'est la question de la transversalité et de la diversité. L'innovation, elle se nourrit de transversalité et de diversité. Sinon, on est dans des silos. Et quand on est dans des silos, on peut faire certaines choses bien, mais surtout certainement pas un optimum collectif, ce qui fait que globalement, on va dans le mur. Donc l'innovation, on a besoin d'une grande innovation. Et cette innovation, c'est nourrie de transversalité et de diversité. Et puis, vous avez cité la question de la confiance. Il y a la confiance dans le système, il y a la confiance des acteurs du système, il y a la confiance des professeurs en eux-mêmes, en ce qu'ils font. Et on sait très bien que le Covid a été aussi un catalyseur d'une dégradation de la confiance. Et il faut aussi en permanence garder à l'esprit que les plus jeunes, même dans les grandes écoles, on avait vu ça, il n'y a pas vraiment de problème de confiance à l'ESCP, mais c'est un point, quand je dirigeais aujourd'hui, mais c'est toujours un point qu'il faut cultiver, parce qu'il faut cultiver les innovations pédagogiques, il faut faire en sorte que cette confiance acquiert et se cultive par les effets de miroir, par les encouragements et par un accompagnement. Et quand vous regardez aujourd'hui, pour beaucoup de jeunes, il y a un déficit énorme de confiance, il y a des dépressions, sans dramatiser les choses, ou en tout cas des états de mal-être qui sont fréquents. Quels que soient les savoirs qu'on inculque, on ne peut pas apprendre des savoirs de toute nature, et cultiver les émotions positives, comme on dit en neurophysiologie, et productives, s'il n'est pas en parallèle, traité, ou sinon, si tout n'est pas fait pour que cette confiance revienne, pour que cette confiance soit là. Le principal problème de la jeunesse aujourd'hui, je ne parle pas des étudiants les plus brillants qui réussissent, etc. Voilà. Mais il y a un problème général de confiance. Et je dirais que ce problème de confiance est un problème national. Il nous reste 15 secondes, un dernier mot, peut-être avec David Dupont-Noël. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur Noël? Moi, je voudrais insister sur la grande cause nationale qu'il faut mettre en priorité pour éviter d'accentuer cette fracture sociale, classe, pour renforcer l'employabilité, pour que tous nos plus jeunes trouvent une place dans la société. C'est fondamental si on ne veut pas arriver à un crash. Tout à fait. Merci à tous les deux. Merci à vous de l'avoir écouté.